Il a une perte latente de 1,3 milliard de dollars sur le Bitcoin. Cette personne, c'est le patron de MicroStrategy, Michael Saylor. MicroStrategy, c'est une entreprise qui est cotée en bourse, qui détient déjà 129 000 Bitcoins. Au prix actuel, ça vaut 2 milliards 500 millions. Le problème, c'est que le prix moyen d'achat de ces Bitcoins pour l'entreprise MicroStrategy et pour Michael Saylor est de 30 664 dollars. Ça veut dire qu'actuellement, ils détiennent 2 milliards 500 millions de dollars en Bitcoin, mais que la somme totale investie est de 3 milliards 800 millions, donc ça fait 1,3 milliard de pertes sèches pour son entreprise MicroStrategy. Alors comment font-ils pour toujours racheter du Bitcoin en ayant une telle perte latente? C'est très simple, ils vont se financer auprès de banques d'investissement, ils viennent notamment en début de semaine d'emprunter 205 millions de dollars auprès de la Silvergate Bank. Et pourquoi ces banques prêtent à MicroStrategy met en garantie les bitcoins qu'il a pour obtenir des dollars. Donc le prix du bitcoin chute. Pour avoir un prix encore plus intéressant, Michael Saylor et son entreprise rachètent toujours plus de Bitcoin avec en collatéral, en garantie pour avoir des emprunts auprès des banques, ces Bitcoins qu'ils détiennent. Donc cette stratégie est forcément problématique parce que ils pourront pas tenir indéfiniment. Si le Bitcoin va à 10 000 dollars, 5 000 dollars, il y aura forcément beaucoup moins de personnes qui vont être prêtes à leur prêter de l'argent. Et si le Bitcoin reste dans ce marché baissier pendant 2 ans, 3 ans, ce qui peut arriver, les banques d'investissement vont commencer à demander de l'argent, à demander à être remboursés. Et à ce moment-là, MicroStrategy va être dans de beaux draps. Et Michael Saylor avec. Regardez un petit peu le cours de bourse donc, de l'entreprise MicroStrategy qui, depuis février, a déjà perdu près de 90% de sa valeur. Donc non seulement les actifs de l'entreprise perdent de la valeur parce qu'ils ont quasiment uniquement du Bitcoin. Je vous rappelle que le Bitcoin a perdu 70% depuis son point haut en novembre 2021. Mais en plus, l'action MicroStrategy est sanctionnée beaucoup plus violemment en bourse que le Bitcoin parce que le Bitcoin, comme je vous l'ai dit, n'a perdu que 70% alors que l'action MicroStrategy a perdu 90% depuis son point haut. Donc on lui souhaite beaucoup de courage à Michael Saylor. En tout cas, il croit à ses idées et peut-être qu'il mourra avec ses principes. Alors est-ce qu'il est très courageux ou complètement fou pour supporter une telle perte d'1,3 milliard de dollars? Eh bien l'avenir nous le dira. Si le Bitcoin remonte, on dira que c'est un génie. Si le Bitcoin reste pendant 2 ans, 3 ans sous les 20 000 dollars ou même s'il rejoint les 10 000 dollars, il va avoir d'énormes soucis avec son entreprise et on dira forcément que c'est un dégénéré. On en sait un peu plus sur Celsius et sa gestion des actifs. Il faut savoir que Celsius se présentait comme une entreprise moins risquée que les banques mais avec de meilleurs rendements pour les utilisateurs et l'une de leurs promesses. Mais d'après le Wall Street Journal, Celsius détenait 19 milliards de dollars d'actifs contre seulement 1 milliard de dollars d'actions, c'est-à-dire qu'ils avaient 19 fois plus d'actifs investis que de fonds propres dans leur trésorerie. À titre de comparaison, les banques américaines en moyenne ont 9 fois plus d'actifs, c'est-à-dire d'investissements, que de fonds propres qui sont des liquidités. C'est-à-dire que Celsius prenait 2 fois plus de risques en termes d'investissement que les banques traditionnelles. Et il faut savoir aussi que les actifs dans lesquels était investi Celsius, c'était exclusivement des crypto-monnaies. Les banques traditionnelles, elles ont en général des obligations, des actions qui sont beaucoup moins volatiles. Donc Celsius, en termes de trésorerie, était beaucoup plus offensif et en termes d'investissement également était beaucoup plus risqué que des banques traditionnelles. Donc on comprend beaucoup mieux qu'actuellement, ils aient de gros problèmes pour honorer les retraites de leurs clients, étant donné que le marché vient de corriger de plus de 70% sur le Bitcoin. Leur stratégie pour l'instant, c'est d'attendre une remontée du marché et de geler les prêts de leurs clients. Voilà encore des entreprises qui ont pris énormément de risques en marché haussier et qui sont en train d'en payer le prix actuellement. On en sait un peu plus sur le hack de Harmony. Harmony, c'était un bridge qui permettait de transférer des crypto-monnaies à travers différentes blockchains. Apparemment, ce serait un groupe de hackers nord-coréens qui aurait utilisé une faille dans ce protocole pour ensuite blanchir l'argent dans un mixeur qu'on appelle Tornado Mixer. C'était exactement la même procédure qui avait été employée dans le hack du bridge Ronin pour 600 millions de dollars. Par contre, c'est encore plus important. Les hackers exploitent un hack, utilisent Tornado Mixer pour blanchir l'argent et ensuite renvoient l'argent dans des wallets qui apparemment appartiendraient aux proches du pouvoir nord-coréen. D'après coinclub.com, la Corée du Nord aurait déployé 7000 hackers à temps plein pour récolter des fonds, pour mener des
cyberattaques. Et pour financer le régime, ils sont clairement à la pointe en termes de crimes dans les crypto-monnaies, la Corée du Nord. Les Russes sont pas mal aussi. Ils clairent en termes de hacking sur les crypto-monnaies. Les Nord-Coréens ont une grosse longueur d'avance sur d'autres États pirates. Fuite de données chez OpenSea. Faites attention si vous recevez des emails d'OpenSea. En règle générale, faites attention, mais actuellement encore plus parce qu'il y a une fuite de données, notamment des adresses email. Donc il est tout à fait possible que des personnes se fassent passer pour OpenSea, vous annoncent que par exemple votre NFT a été délisté ou qu'ils souhaitent avoir plus d'informations sur votre cas. Ne cliquez jamais sur les liens et ne donnez jamais d'informations. Si on vous demande des informations complémentaires via un email, eh bien connectez-vous au site en question, vérifiez bien que c'est le vrai site, un site sécurisé. Tapez sur Google, regardez le premier résultat, vérifiez bien évidemment l'URL. Et ensuite, eh bien, vous vous connectez à votre espace membre et vous vérifiez bien que vos données sont à jour, mais les entreprises ne vous demanderont jamais des informations complémentaires, de l'argent, par email. Allez, on a aussi des bonnes nouvelles. On finit par du positif avec Kylian Mbappé qui investit dans Sorare et qui en devient l'égérie. Donc c'est pas uniquement du sponsoring avec une entreprise qui paye une star pour faire la publicité. Là, on a à la fois Kylian Mbappé qui va devenir égérie, donc ambassadeur de Sorare, et qui met également la main à la poche en investissant dans Sorare, qui est une licorne française, qui est vraiment une pépite française du NFT spécialisée dans les cartes à collectionner de football. On en parle peu, mais c'est quand même une boîte française dans le Web3 qui est valorisée plus de 4 milliards de dollars, Sorare. On a aussi des bonnes nouvelles du côté des NFT avec le rappeur Jul qui lance sa connexion NFT à l'occasion de son nouvel album. On a aussi l'Olympia qui lance des cartes de membres sous forme de NFT. Ça va ramener énormément de monde. On a un marché NFT qui se relève un petit peu, ça va un petit peu mieux ces derniers jours. Même sur 24 heures, regardez, on est dans une relative stabilité par rapport à ce qui se passe sur le marché crypto. Ça se relève un petit peu, on a quand même des indicateurs de confiance qui sont beaucoup mieux que sur les crypto-monnaies. Donc on a quelques signes quand même un peu plus encourageants, en tout cas bon, en termes de macroéconomie, c'est très compliqué. Du côté de Twitter, on a Peter Brandt qui nous partage cette infographie de JP Morgan qui nous explique que c'est le pire départ après la Grande Dépression de 29 en 100 ans pour les actions. Donc depuis le début de l'année, on est à moins 22% pour les actions. C'est pire qu'après l'assassinat de Kennedy, après la Deuxième Guerre mondiale. Moins 22% sur le premier semestre de l'année. Ça sent plutôt mauvais, c'est le moins qu'on puisse dire, du côté de la macro. Fear and Greed Index, on est à 11. Hier, on était à 13. On a eu une petite panique baissière là en ce milieu d'après-midi. On va voir ça ensemble. Sur le Bitcoin, on a quand même une grosse bougie actuellement. On est sous les 18 900. Il faut voir comment on va clôturer. Regardez, si on clôture en hebdomadaire, ce sera la fin de la semaine, on a encore 3 jours, mais si on clôture sous les 20 000, on peut rapidement, sur le Bitcoin, retomber sur ce niveau des 14 000, pourquoi pas en une bougie, regardez. Là, on s'était cherché pendant un petit moment, on a eu beaucoup de clôtures quotidiennes sous les 30 000, mais la première fois qu'on a eu une clôture hebdo bien remplie sous les 30 000 avec une bougie bien impulsive, en une seule fois, on est retombé sur le support suivant, sur les 20 000. Donc là, c'est tout à fait possible qu'on fasse pareil. Si on clôture avec une grosse bougie rouge, bien remplie, bien impulsive, on peut redescendre en une semaine sur le niveau des 14 000, qui sont le prochain support, qui date du 24 juin 2019. Ça fait quand même un sacré moment. Ça correspondrait à une chute quand même de 80% sur le Bitcoin. On va finir par l'avoir, ce point bas, je vous le promets. Ethereum qui tient un peu mieux. Les 1000 $ qui tiennent mieux pour l'instant, on est quand même sur une belle baisse aujourd'hui à moins 7%, mais on a toujours ce gros niveau des 1000 $. On a encore de la marge avant de clôturer en hebdo sous ces 1000 $, mais comme je vous l'ai dit sur la séance, on est quand même à près de 8% de chute sur Ethereum. Du côté des marchés traditionnels, on a les bourses mondiales qui plongent, nous annoncent les échos, rattrapés par les craintes de récession. On va voir ça dans notre analyse graphique juste après. On a aussi la Tribune qui nous annonce que le scénario de la récession doit désormais être anticipé par les banques européennes selon la Banque centrale européenne. Je vous en parlais hier en vous disant que le risque de récession augmente de jour en jour. Du côté des stats, on avait des chiffres très attendus, ceux de l'indice des prix à la consommation des ménages, donc de l'inflation, qui est moins importante que prévu. On avait une prévision à 0,4%, on est à 0,3%, mais même cette nouvelle qui annonce un ralentissement de la hausse de l'inflation, même cela s'est interprété de manière négative parce qu'on craint une récession, on est en fin de mois. On a déjà eu une baisse de la croissance au premier trimestre, le deuxième trimestre s'annonce mauvais.
On aura les chiffres d'ici quelques jours. Mais quoi qu'il en soit, actuellement, vu la morosité sur les marchés, même si on a des nouvelles qui sont plutôt positives, plutôt encourageantes, au mieux elles seront interprétées de manière neutre, voire négative par le marché. On voit que les investisseurs ont très peur de cette hausse des taux et que peu importe l'inflation, même peu importe la croissance économique, tout le monde a décidé d'aller vers le bas et tout le monde sait qu'on a encore de la place. Le VIX, justement, qui remonte, on est sur une belle tendance haussière depuis plusieurs jours, 7% de hausse sur le VIX, on est à 30, c'est des niveaux quand même assez importants de volatilité. En Chine, très intéressant, on fait un beau rebond, donc vraiment la Chine à rebours des marchés européens. On est sur 20% de hausse depuis le 10 mai 2022. On a cassé des niveaux très intéressants. À l'inverse, on va voir ce qui se passe sur les marchés européens. Marché européen, le CAC, on a retapé ce niveau des 6000 pour mieux redescendre. On devrait vite retomber sur ce niveau des 5700 qui correspond au point bas du 7 mars 2022. Et sur le S&P, on a eu beaucoup d'arnaques. Premier breakout qu'on avait eu le 27 mai, on est en train de refaire la même figure. On casse cet ancien point bas qui agissait comme une résistance. Fausse cassure, on repart vers le bas. Il est tout à fait possible qu'on reparte très rapidement sur le S&P sur les niveaux des 3633, voire même des 3600. À chaque fois que les acheteurs ont essayé de casser des niveaux de résistance, à chaque fois, les vendeurs ont repris la main pour redescendre encore plus fort. Pensez à mettre un like si vous avez apprécié cette vidéo. Pensez aussi à télécharger le guide pour investir en période de crise qui est actuellement gratuit, qui vaut normalement 199 €. Pensez aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à demain pour la dernière séance de la semaine.